Bienvenue à nouveau dans cette baignoire, Vermine. Donc c'est le troisième bain qu'on fait ensemble, hein. J'aurais pas pensé te recevoir aussi vite, mais pour le coup c'est un bain un peu moins drôle que les autres, puisque tu as traversé, on peut bien le dire, une semaine assez compliquée. On va revenir sur tout ce qui s'est passé. Comment vas-tu déjà? Ça va, on fait avec quoi. C'était une semaine très difficile et faut en tirer les leçons. Alors c'est un bain, on peut le dire, avec une interview stupéfiante, hein, je pense que c'est le bon mot pour cette interview. Je compte sur toi, Vermine, pour tout nous raconter, puisqu'on aimerait quand même savoir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que tu es prêt à répondre à toutes ces questions et à revenir sur tout ce qui s'est passé ces derniers jours? Non, pas spécialement. J'attends tes questions parce qu'il y a des choses dont je peux pas encore en parler. C'est pas encore tout établi, mais on verra. Pose tes questions et je verrai ce que je peux te répondre ou pas. Je t'ai ramené des oranges, hein. J'avais prévu de t'en amener en prison et de croiser deux trois mecs sexy dans la cellule pour. Non non, c'est pas Maëva. Je t'ai ramené une orange. Donc voilà, Vermine, vu que t'es sorti plus tôt que prévu, je te la donne quand même. C'est cadeau. Allez hop là, entre les baloches. Donc du coup, je n'aurais pas eu besoin de te les amener. Je m'étais dit, je sais pas, ouais, je croiserais des beaux mecs. Est-ce que t'en as croisé d'ailleurs des mecs sexy en prison? Non, je crois que j'étais le seul. Oh, bon, alors justement, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Bon, voilà, on dédramatise un peu parce que malheureusement, on peut pas pleurer et être non plus dans le pathétique. Voilà, c'est derrière toi, donc on va évoquer tout ça, voilà, du mieux qu'on le peut. Alors, on va revenir chronologiquement sur tout ce qui s'est passé. Donc, il y a quelques week-ends, tu rentrais de boîte de nuit, tu as été interpellé à ton domicile. Raconte-nous un petit peu. Apparemment, c'était une interpellation très musclée. Ouais, bah ils sont venus mardi matin à 6h15 chez moi. Et moi, j'étais pas là. Vu que je fais la fête, j'ai l'habitude de rentrer vers les coups de 7h. Et quand je suis arrivé en bas, en fait, dans mon allée, les lumières sont pas allumées. Donc j'ai déjà trouvé ça bizarre, même si j'avais un petit peu bu. Je peux pas mentir. Et on m'a attrapé, en fait, dans tous les sens. Donc j'ai commencé à gueuler, à essayer de me débattre. Et on m'a gueulé police, 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 c'est la police. Donc j'aurais demandé de me montrer leur plaque. Ils m'ont sorti leur plaque et de là ils m'ont mis les menottes. On est monté devant chez moi. Ils ont défoncé ma porte. En fait j'étais dans le flou. Je comprenais pas en fait ce qui m'arrive. Ça a été une arrestation assez musclée parce que je me suis débattu et ça s'est un peu mal passé. Est-ce que ça t'a excité cette arrestation? Non, je pense pas. Ça peut exciter que les gars comme toi, mais pas moi. Non mais je hurle. Bon. Non, c'est moi qui passe les menottes aux filles, c'est pas moi. On me les passe pas. Oui, bah là ça a été un petit peu inversé. Alors s'en est suivi donc une garde à vue, hein. Moi j'ai été au courant quelques jours plus tard. C'est vrai que personne n'était au courant au départ quand tu as été donc placé dans les premières 24 heures de garde à vue. Alors raconte-nous comment s'est passé tout ça. Est-ce que tu as été emmené directement, tu as eu le temps de prendre des affaires? Quelle est la suite finalement après cette arrestation? Et ben, en fait, arrivé de chez moi dans l'appartement avec les policiers, ils m'ont mis les menottes, mis sur une chaise et je devais regarder en fait tout ce qu'ils faisaient. Je devais regarder tout ce qu'ils fouillaient, tout ce qu'ils pouvaient emmener avec eux pour leur enquête. Donc, ils ont récupéré de l'argent un peu que j'avais chez moi, ils ont récupéré mes téléphones, une montre, des tablettes. Après, ils m'ont fait un sac parce qu'ils m'ont dit qu'il y en avait pour longtemps. J'allais peut-être rester longtemps et en détention, donc ils me l'ont dit directement. Et j'ai essayé de leur poser des questions pourquoi, parce que je comprenais pas, j'ai rien à me reprocher. Et de là, il m'a dit passe-moi un sac de sport, dis-moi où ils sont, je vais te remplir tes habits, je vais te remplir ton sac d'habits parce que tu vas en avoir pour un moment. Donc c'est les flics qui ont choisi tes culottes. Ouais, en gros, mais bon, j'étais là à côté, j'aurais dit de me prendre ça, ça, ça et ça, des survêtements. Donc quoi, j'allais être tranquille, vu que j'allais y passer un moment. De là, bah, ils ont pris mon sac, ils m'ont descendu avec les menottes, on a croisé un voisin en plus, donc j'ai essayé de regarder au sol, j'ai eu la honte de ma vie. En bas, il y avait deux voitures, donc je suis monté dans une voiture, ils m'ont transporté en garde à vue, au commissariat. C'était la police judiciaire. Ouais, la brigade des stupéfiants de Paris, c'était. Et ils m'ont posé en garde à vue, bon, vu que j'avais un peu bu et pas dormi, donc ils m'ont laissé dormir jusqu'à 14h, ils m'ont réveillé avec une petite brique de jus d'orange et deux galettes. Oh, ils sont sympas quand même. Ouais, ça va, ils sont cool, mais bon, ils sont obligés surtout. Et bah, j'avais qu'une envie, moi, c'était prendre une douche et c'était pas possible. La garde à vue, c'était super sale. Il y avait des poils, des ongles, je sais pas, il y avait des restes de vomi. C'est vraiment insalubre, c'est horrible. C'était une grosse galère. Ils m'ont réinterrogé toute la journée et cela pendant 96 heures. Pendant 4 jours, ça a été l'horreur. T'as pas de télé, t'as rien du tout, t'es enfermé entre quatre murs. On te dit pas ce que tu risques. Je t'explique même pas, je peux même pas me remettre dans l'émotion comme j'étais là-bas parce que c'est terrible et j'essaye de l'oublier au maximum.
Donc c'était une garde à vue qui a été prolongée donc jusqu'à 96 heures, hein, donc c'est le maximum que la loi autorise. Donc c'est 96 heures, c'est dans le cadre voilà soit de terrorisme, soit d'affaires justement liées voilà aux stupéfiants. Pendant 96 heures, du coup, comment ça se passe? J'imagine que tu t'ennuies, tu penses à beaucoup de choses, tu te demandes quand tu vas sortir. Les interrogatoires ont lieu, on compare toutes tes versions. J'imagine que c'est quand même très éprouvant moralement. Comment tu l'as vécu? Bah, même déjà le fait que tu dormes pas pendant 4 jours, pendant les 96 heures, j'ai dû dormir peut-être 4 heures, 5 heures. Je me réveillais, j'étais en plein cauchemar. J'avais l'impression que c'était un cauchemar qui se terminait pas. On te réveille des fois à 4 heures du matin pour comparer ta version que tu as dit la veille. C'est très 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 éprouvant. Je sais pas, même à mon pire ennemi, je le souhaite même pas. Mais alors, quel était le motif du coup de cette garde à vue et de cette incarcération dont on parlera plus tard? Moi, j'ai traité donc forcément les sujets, hein, le sujet. Donc apparemment, tu aurais été impliqué, ton nom est ressorti dans une affaire de voilà de trafic de stupéfiants. Dis-nous en plus parce que c'est vrai que c'est assez flou toutes ces raisons de garde à vue et d'incarcération. Bah déjà même le mot il est très fort, hein. Trafic de stupéfiants, ça m'a fait peur quand on m'a expliqué et que j'ai compris pourquoi c'était. Et bah non, surtout déjà au début j'ai pas trop compris pourquoi, donc ils ont dû m'expliquer, ils ont bien vu que je mentais pas et que j'avais rien à voir avec un trafiquant. Et c'est qu'en fait j'ai eu des mauvaises, pas des mauvaises fréquentations parce que j'étais pas spécialement au courant de ce qu'ils faisaient dans leur vie. C'est des gens que j'ai connus dans le milieu de la nuit à Paris, avec qui on avait l'habitude de sortir souvent. Voilà, c'est des gens à qui je ramenais un peu des filles de télé-réalité, ils étaient contents, ils passaient un moment avec et tout. Loin de là, je suis pas proxénète, c'est pas ce que j'ai envie de dire. Plus ou moins apparemment là. Non, ou des filles sur la piste, tu vois, des filles que j'allais chercher parce que les filles me reconnaissaient, donc c'était plus facile. Et je les amenais dans leur carré, on passait des soirées ensemble, mais pour moi, il y avait rien de mal à ça, mais en fait, c'est des gens qui ont été impliqués là-dedans et vu qu'on s'appelait régulièrement, on avait des nouvelles souvent, ben en fait, on m'a pris pour l'un d'eux. Il y a des histoires comme quoi tu es parti à Punta Cana, donc en République Dominicaine, et que c'est à ce moment-là que tu aurais apparemment, hein, d'après ce que pensait la police, ramené de la drogue dans l'avion en revenant de ce voyage. Ouais, bah oui, on m'accusait aussi de ça. Bah en fait, avec ces personnes-là, on est parti en vacances, on s'est pris une semaine de vacances l'année dernière, au mois d'octobre. Ils ont cru en fait que j'avais ramené de la drogue, parce que c'est ce qu'on m'accusait, importation de stupéfiants. Mais jamais de la vie, j'ai jamais. Bon, j'ai déjà essayé quelques. C'est des trucs que tout le monde a fait, mais j'en ai jamais importé, encore moins vendu, et encore moins. J'en ai encore moins eu sur moi ou quoi que ce soit. On ne balance pas comme ça quelqu'un pendant 96 heures en garde à vue si vraiment cette personne n'a absolument rien à voir dans l'histoire. Je sais pas, oui, ils m'ont gardé 80 heures parce que c'est quand même une grosse affaire. Ça a été assez médiatisé en janvier dernier. Il y avait eu des problèmes là-dessus, comme quoi il y avait des policiers impliqués dedans, des policiers de l'air de l'aéroport de Roissy. Et ben je comprends pas. En gros, tu as été placé en garde à vue, on va dire, pour une quelconque appartenance à un réseau de stupéfiants. Ouais, c'est ça, j'ai été soupçonné en fait d'avoir importé pour importation et détention de stupéfiants à l'international et association de malfaiteurs. Ouais, ça fait beaucoup, dis donc. Ouais, ça fait peur, surtout ces chefs association de malfaiteurs. En fait, les mots sont forts et c'est terrible pour moi d'avoir été accusé de ça. Après la garde à vue, du coup, bon bah voilà, pas de nouvelles, tu n'as pas été relâché, donc on en a conclu que forcément tu avais été placé en détention provisoire. Alors la détention provisoire, on avait déjà vu avec Nabila ce que c'était, hein, c'est dans le cadre d'une enquête. Détention provisoire, forcément, ça fait peur, puisque clairement, là, c'est la prison. Ouais, exactement. Tu rentres, en fait, on te transporte du commissariat et on te dit, je pensais réellement sortir, hein. Je pensais réellement sortir au bout de 96 heures, étant donné que j'ai rien à me reprocher. Quand on m'a dit détention provisoire, eh ben, j'ai eu l'impression que le ciel m'est tombé sur la tête. Je pensais réellement pas en arriver là. Je ne savais même pas pour combien de temps exactement. On m'a pas tant dit les choses que ça. Et bah, ça fait vraiment peur. En fait, c'est horrible cette image-là quand c'est vraiment comme les reportages qu'on peut voir sur certaines chaînes du milieu carcéral. C'est bah, pour vous dire, en arrivant, déjà la femme, elle me voit un petit blond avec ma mèche sur le côté comme ça, et elle a pas trouvé mieux à me dire que bienvenue dans la jungle, et elle est partie. Qui ça, au quartier des arrivants. Ouais, au quartier des arrivants, c'est une secrétaire qui m'a dit bienvenue dans la jungle. J'ai envie de l'insulter parce que tu mets pas les gens dans cet état-là. Elle a vu que j'étais pas bien et que j'étais mal. Donc je comprends pas comment tu arrives encore à être méchant avec une personne comme ça. J'étais déjà assez faible comme ça pour qu'on me rajoute de la pression. Et oui, après je suis arrivé, j'ai été placé dans une cellule et avec mon ami, avec un ami à moi qui
qui était là pour les mêmes chefs d'inculpation. Donc on a pu nous mettre ensemble. On m'a annoncé que j'aurais pas de promenade. Les promenades ont été volontairement, on va dire, restreintes, justement peut-être en raison de potentielles agressions. C'est vrai que quand on est médiatisé ou connu, c'est délicat d'aller en promenade avec d'autres détenus. C'est quand même un milieu très difficile. C'était pour ça donc. Oui, c'était pour ça. Bah, déjà en arrivant, on passe entre plein de bâtiments. Des gens m'ont reconnu, ils tapaient sur les grilles, ils gueulaient Julien. Julien, il gueulait dans tous les sens. Donc les surveillants et le directeur de la maison d'arrêt m'a fortement déconseillé, m'a même interdit. Parce que même moi, à un moment, j'ai eu envie de sortir, faire un tour comme tout le monde, prendre l'air, voir le soleil, voir la lumière du jour. Et on m'a même interdit de sortir avec eux parce que ça risquait pour ma sécurité. Et ils pouvaient pas être là tout le temps non-stop avec moi parce qu'on nous lâche pendant 1 heure et quart le matin, 1 heure l'après-midi. Et il n'y a pas de surveillants avec nous dans la cour. Ils sont juste autour. Si ça se passe mal, ils rentrent dans la cour. Mais sinon, j'aurais été lâché au milieu de ces animaux, quoi. J'imagine que voilà, quand on se retrouve comme ça dans une cellule, le bruit de la clé, quand on se retrouve enfermé derrière des barreaux, c'est quand même assez choquant. Comment on organise sa vie? Après, on trouve un peu de l'humanité, j'imagine, comme on peut. Est-ce que tu as lié des relations, on va dire pas amicales, mais est-ce qu'il y avait de l'humanité de la part des surveillants, des matons, des gens que tu pouvais côtoyer, qui passaient devant la cellule, etc. Où j'ai trouvé un peu d'humanité, bah aussi en arrivant, j'ai vu c'est obligatoire de rencontrer un psychologue, un psychiatre, un médecin et une infirmière pour savoir si tout va bien. J'ai pas de mots, si j'ai pas un problème, si parler en fait, savoir comment ça s'était passé mes 96 heures de garde à vue et que là j'allais rester 3 jours. Donc ils m'ont expliqué certaines choses, d'autres m'ont rassuré, d'autres non. Le bruit des verrous, le fait d'avoir des menottes la plupart du temps pour se balader à droite et à gauche. Parce que t'es pas tant libre que ça non plus dans la prison. C'est choquant parce que petit à petit, on se rend pas compte d'où on est et ça vient en fait de minute en minute. Je suis en train de me dire que je suis incarcéré. Et... Après, ce qui a été super, des détenus m'ont reconnu en haut et on m'ont fait passer un paquet de cigarettes. D'ailleurs, je les remercie et ça a été vraiment sympa parce que j'avais qu'une envie, c'était fumer, ce que j'ai pas pu faire pendant 96 heures. Et donc ça m'a fait du bien, donc je me suis dit, bon, ça va, il n'y a pas que des mauvaises personnes en fait, même s'ils ont fait des mauvaises choses, ils restent quand même humains, et ils se sont rendus compte que j'étais assez mal comme ça, donc ils m'ont passé des cigarettes, c'était très sympa. Le bruit des verrous, c'est juste horrible, c'est un bruit qui résonne encore dans ma tête. Le fait qu'on ouais, on te prive de ta liberté, et à mon arrivée aussi, ce que je pourrais retenir et qui a été très humiliant, c'est devoir se déshabiller. Alors comme je lui explique que je sors de garde à vue, j'ai déjà été fouillé. Mais c'est la procédure, donc j'ai dû me déshabiller devant un homme, j'ai dû me baisser comme ça pour voir que j'avais rien dans n'importe quoi, que j'avais rien pu amener avec moi de l'extérieur. À l'arrivée, en fait, on te passe un sac avec un drap, une couverture, et encore la couverture, hein, c'était la même épaisseur qu'un drap, une brosse à dents, un rasoir, qu'est-ce que je peux dire? Allez, une fourchette et un couteau, mais en plastique, et une assiette, en fait. C'est les seuls trucs dont tu auras besoin, parce qu'on vient de servir à manger à 11h45. C'est le premier repas. En plus, il arrive froid. Et je lui ai même dit, je dis, pourquoi tu mets pas une cloche? Tu vois, sur la grosse gamelle, là, parce que je dis, moi, quand ça arrive, tous les jours, et c'est gelé. Donc après, tu manges parce que t'as faim. Et en plus, des fois, on avait eu un steak frites, mais c'était horrible parce que c'était gelé. J'avais aucun moyen de le faire réchauffer. 17h45, le deuxième repas du soir, et c'est Et tout. aussitôt à 17h45. 17h45, ouais, et à partir de là, après, t'as plus rien à faire que regarder la télé. Tiens, une toilette dans la cellule, mais avec pas des tout petites portes qui font 1 mètre de hauteur. Donc, vu que j'étais avec quelqu'un dans la cellule, mon ami, ben, il m'entendait. On se voyait, donc il fallait être au moins intime avec cette personne. Donc je comprends pas quand on est avec un inconnu et qu'il faut qu'on fasse nos besoins à 2 mètres de son oreille. Ça doit être très délicat et c'est très compliqué. Donc juste maintenant, j'aurai plus honte de chier au camping. Il y aura Mais plus ça. de honte, je te jure, j'ai plus aucune honte sur les aires d'autoroute. Le matelas en plus, c'est vraiment un matelas, c'était presque le même qu'en garde à vue. C'est ridicule, et il fait froid. La fenêtre est même pas isolée. Donc c'est pour vous dire que moi, mon drap, je l'installais tout sous la fenêtre parce qu'il y avait trop d'air qui passait dehors et il faisait très très froid. Il y a un chauffage qui est bloqué sur 16 ou 17 degrés. Donc non-stop, il fait cette température dans la cellule, donc il faisait très très froid. Ma mère m'avait amené des habits quand elle a appris que j'étais en détention. J'ai pas pu les avoir parce qu'il y avait des capuches. Et les capuches sont interdites en prison. Toute capuche est interdite, donc il aurait fallu que je découpe des vêtements. Et j'en étais pas là à défoncer des vêtements qui vaut je sais pas combien. Donc je me suis débrouillé avec mes pulls.
Les seuls pulls que j'avais, j'ai passé une veste à mon pote parce qu'il avait rien du tout et il vivait encore plus mal que moi l'incarcération. Donc je me suis un peu sacrifié pour lui. Lui qui était très mal, donc moi je voulais pas lui montrer que j'étais mal pour pas qu'on parte en déprime tous les deux. Donc j'ai essayé de faire le con la journée, essayer de le détendre et de lui changer les idées. Le seul moment où il s'est détendu un peu, c'est le vendredi soir, il y avait le journal du Hard. Et tout le monde le gueule en fait dans la prison, donc tu l'entends. Tout le monde gueule qu'il y a le journal du Hard et après c'est tout calme pendant une demi-heure. Donc on se demande pourquoi. Alors oui, on se masturbe en prison, enfin ça se passe comment? Bah je pense que eux, oui, ils attendent que ça le premier vendredi du mois. Et après c'est tout calme pendant 30 minutes. Donc je me doute que le lendemain, les poubelles sont pleines de mouchoirs. Non mais mais alors du coup, est-ce que tu t'es masturbé toi pendant ces 4 jours? Non, j'avais vraiment pas la tête à ça et déjà j'ai fait plus depuis un moment, je n'ai plus besoin. Ah bah oui, non mais là, bon, à part le journal du Hard, il y avait pas grand-chose dans ta cellule. Non, mais même, t'en as même. Bah, je sais pas comment eux ils font, mais tu penses même pas à ça. Ça m'a même pas traversé l'esprit. Et en fait, bah, même le soir, on entend tellement de bruit. Il y a des gens qui ont des chénifis en prison, donc ils les mettent aux fenêtres. Donc j'entendais du Jul toute la nuit. Les gens écoutent la musique. Eux, ils le vivent très très bien, mais nous, malheureusement, c'était pas le cas. On est pas habitué à ce milieu carcéral et voilà, je sais pas comment on aurait fait si on n'avait pas été libéré. Je pense que j'aurais craqué mentalement et nerveusement. Je sais pas comment j'aurais pu faire. C'est comme au moment des douches. T'es avec des inconnus. C'est par 8, si je me souviens bien. Et où le surveillant nous amène et ferme la porte. Donc la porte, il n'y a même pas de yeux pour regarder à travers, savoir si tout va bien. Parce qu'on n'a pas le droit de regarder des personnes dénudées, en gros. Ah bah moi je me serais pas gêné, hein. Oui, je me doute que toi, t'aurais été au paradis, quoi. T'aurais même fait un Jackie et Michel. Non mais Non, et le problème, c'est qu'on t'enferme, la porte est fermée, tu ne peux pas sortir, tu n'as pas de poignée de l'intérieur, et qu'on te dit dans 15 minutes. Donc si ça se passe mal, si j'aurais pu me faire, mais j'aurais pu m'embrouiller, que si je m'embrouille contre 7 mecs, mais ils me tuent. Ils auraient pu me tuer, me défoncer, personne ne surveille, il y a aucun surveillant devant les douches. et non, c'est toutes les... Et au bout de 15 minutes, il revient vous chercher. Donc heureusement que moi, les gens, ça les faisait plus rire et ça les choquait de me voir ici. Donc on a pu un peu parler du monde de la télé-réalité. Bien sûr, ils m'ont posé des questions sur Nabila tout le long du truc. Si elle était vraiment belle en vrai, du moins il y a d'autres termes, mais on va pas les citer. Parler comment ça se passait dans la télé-réalité en vrai, parce qu'eux, ils ont que ça à faire. À partir de 18 heures, ils regardent toutes les télé-réalités non-stop. Mais alors, est-ce qu'ils connaissent Jérém Star là-bas? Bien sûr qu'ils te connaissent. C'est pas vrai. Je te jure, bien sûr qu'ils te connaissent. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que tu les faisais rire, tu les divertissais bien. Non mais Que ouais, t'avais de la chance parce que tu les as tout tués dans ton bain. à moitié à poil. Ouais, voilà, et que t'en as pas profité. Ah donc les tolards connaissent Jérém Star. Non mais c'est incroyable ça. Tu comptes que sur la télé, les programmes télé, et c'est le seul moment où ils voient des filles un peu, les tétés un peu à l'air, où on fait les cons, il y a de la musique, on est en vacances, donc ça doit les divertir pendant un moment. Mais tout le monde connaît la télé-réalité en prison parce on a que ça à faire. Mais alors, ces rumeurs de savonnette, normalement on fait glisser la savonnette vers Mine en prison pour voilà, s'amuser avec d'autres détenus. Est-ce que tu as fait chuter la savonnette? Non, ça on sait à qui le faire, on l'aurait fait à des gens comme toi, mais pas fait. Ah bon, comment ça se fait? Pourtant t'es un barbe tout fragile. Mais non, il me Un reste. petit blondinet aux yeux bleus, normalement on passe à la casserole dès qu'on arrive. Ils baissaient tous les yeux quand ils me voyaient là-bas. Ah bon? Non, mais Non, non. arrête. Non, mais j'ai pas eu de problème de ce genre ou rien du tout, c'est qu'une rumeur, je pense. On n'a pas tenté de coucher avec toi. Non, ça ira. Ah non, c'est pas des rumeurs. Moi, on m'a vraiment dit que ça se produisait vraiment. N'importe quoi, ça c'est que dans les films. Ah bon? Jamais de la vie, mais n'importe quoi. Mais... T'es sûr? Non, mais non, je te le dis. Jamais de la vie. Ils sont tellement contents les premiers vendredis du mois, je crois que ça leur suffit. Justement, donc après ce mauvais passage voilà, d'incarcération qui a été très, très difficile à vivre, tu as rencontré donc le juge d'instruction donc le lundi matin, hein, après le week-end. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, le juge d'instruction a décidé de te relâcher. Ouais, c'est ça en fait. Le lundi matin, on est venu me chercher, me lever à 5 h du matin dans la cellule. Tu ne seras jamais autant levé aussitôt de ta vie. Hein. Ouais, mais je n'avais même pas dormi en fait. J'avais pas trop dormi, donc je savais qu'il devait venir me chercher dans le matin, mais pas aussitôt. Donc il réveille aussi mon ami. On est parti en camion pénitentiaire. Ouais, je sais pas comment vous dire. C'est une galère. C'est une cage qui est pas plus grande que ta salle de bain là, que ta baignoire. T'as les menottes en plus derrière et t'en as pour 5 h 30 de route parce que de Paris à là-bas, et en plus en roulant à 110 km/h, c'est un gros camion. Donc c'était Saint-Étienne-Paris. Ouais, c'était Saint-Étienne-Paris, c'est ça. Et donc de là, on est arrivé au 36 quai des Orfèvres en fait. Oula, 36 quais des Orfèvres carrément. Ouais.
Et de là, on a été mis dans des sortes de geôles où il y avait peut-être 100 cellules. C'est sous terre un peu, et donc ouais, t'as aucune lumière du jour. Et t'as 3 étages de cellules, donc t'as plein de monde, pareil, autant de bruit, les gens tapaient de partout. Et de là, on te place en fait comme une sorte de garde à vue en attendant que le magistrat veut bien te recevoir. Et, parce qu'il y a beaucoup de monde aussi, il avait beaucoup d'affaires à traiter. Et nous, on est arrivé à 11h30, midi, et on est passé à 19h30, 20h devant le magistrat. De là, il me reçoit, donc j'ai un avocat commis d'office, parce que malheureusement, j'ai pas pu en appeler, alors que j'aurais dû avoir ce droit-là de pouvoir choisir un avocat. On t'a pas proposé. Choisir moi-même mon avocat, mais bon, après, j'en ai eu un commis d'office qui était très très bien. Un super avocat que j'ai pu m'entretenir avant de passer dans le bureau du magistrat, de lui expliquer l'affaire, qu'il puisse lire un peu les faits qui m'étaient reprochés. Et de là, déjà à ce moment-là, avant que je passe devant le magistrat, il m'a dit qu'il avait négocié un contrôle judiciaire avec le magistrat. Donc je regarde et je connaissais pas ce terme. Et il m'a dit non, mais c'est que tu es libre ce soir. Là, tu vas être lâché sur Paris. Et après, tous les 15 jours, en fait, je devrais signer au commissariat d'Aix-en-Provence. Avec mon passeport et je devrais me pointer tous les 15 jours jusqu'à la date du procès. Alors donc là actuellement tu es sous contrôle judiciaire pendant combien de temps du coup jusqu'à ce que le procès ait lieu? Est-ce que tu as une date de procès? Non, le procès n'est pas encore établi parce qu'il y a encore, en fait, encore beaucoup de personnes sont sous mandat de dépôt, donc il y a encore des enquêtes qui continuent. Et donc on n'a pas encore la date du procès, donc je ne peux pas vous dire pendant combien de temps encore je serai sous contrôle judiciaire, mais c'est pas grave, même s'il aurait fallu signer tous les jours au commissariat pour dire que tout va bien et que je suis encore ici, je l'aurais fait. Donc ça a été un grand soulagement pour moi. Le soir même, j'ai été libéré, mon ami aussi. Et Libéré, délivré. j'ai jamais autant aimé cette musique de ma vie. Alors le contrôle judiciaire, quelles sont les clauses d'un contrôle judiciaire? Il faut donc pointer au commissariat, ne pas quitter le territoire français, ne pas être en contact aussi avec certaines personnes impliquées. Alors c'est justement la complexité de cette affaire, ce qui n'est d'ailleurs pas logique, c'est que tu as été dans la même cellule que ton ami qui était dans la même affaire. Tu as donc interdiction pendant ton contrôle judiciaire d'être en contact avec lui et t'entretenir avec lui. Pourtant tu as été avec lui en cellule. C'est ça. Donc, j'ai pas trop compris sur le moment, mais j'ai pas trop demandé d'explications. Du moment où on m'a dit que j'étais libre et que j'étais placé sous contrôle judiciaire, on aurait pu mettre toutes les contraintes du monde que j'aurais dit oui pour retrouver ma liberté, comme même marcher dans Paris. Après, ça a été un grand plaisir de pouvoir aller où je voulais, les mains libres et voilà. Ce qui était très étonnant et qui nous a un peu tous choqués, c'est que le soir donc de ta sortie de prison, quand tu as été justement relâché et placé sous contrôle judiciaire, la première chose que tu as fait, c'est d'aller en boîte de nuit. Et bien sûr, j'avais envie de sortir, de faire ce que je voulais. J'ai violé aucune loi. J'étais dans mon droit totalement. J'avais pas envie de rester. Mon pote est un appart de 20 mètres carrés. J'avais encore l'impression d'être enfermé. Que je voulais pousser les murs. Donc j'ai préféré sortir, aller sur les champs. J'avais envie de reprendre ma vie d'avant où je l'avais laissée. Et j'avais pas envie de jouer à Cluedo ou à Monopoly et être enfermé. Il y en a qui ont pas compris ça, mais moi je voulais me retrouver en boîte de nuit, dans mon monde, avoir de la musique, faire la fête avec mes amis et être libre, faire ce que j'ai envie. J'en ai le droit et donc je vois pas pourquoi je m'en serais privé. On va parler d'Aurélie. Alors Aurélie, forcément un couple qui a duré très longtemps. Il y a eu une rupture il y a quelques mois. On pensait que vous alliez vous remettre ensemble puisque ça n'arrêtait pas de se séparer, de se remettre ensemble, de s'engueuler, de s'aimer. Enfin bref, c'était très très spécial comme relation. Finalement, vous n'êtes pas remis ensemble. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour cette rupture? Aurélie assure avoir vu les vidéosurveillance d'une boîte de nuit où tu la trompais. Alors tu as été dans les toilettes avec une fille en boîte de nuit. Alors si on t'écoute, tu lui tiendrais les cheveux à ce moment-là pendant qu'elle vomit. Eh ben, C'est un peu gros, Vermine, comme histoire. On ne tient pas les cheveux d'une fille pour qu'elle vomisse aux toilettes. écoute, je vais être franc avec vous. Ah, il y a eu tromperie. Non, mais je vais t'expliquer une chose que j'ai eu Aurélie il y a pas si longtemps au téléphone. Donc on en a reparlé assez calmement parce que on se donne des nouvelles. Moi j'aimerais bien rester proche de cette fille. C'est une fille c'est la fille qui a le plus compté dans ma vie. Je peux le dire. C'est peut-être une des seules pour laquelle je suis tombé amoureux. J'ai pas énormément de souvenirs de la soirée. C'est la première fois que je dis cette version parce que j'affirme ne jamais l'avoir trompée. Mais je peux avoir un doute parce que j'ai réellement un trou noir. Oui, bah nous on s'en souvient, on a vu les images, Vermine. Tu es parti dans les toilettes avec une fille. Ben voilà, donc déjà là-dessus, ça c'est pas vrai. Ça, Si, pas c'est vrai, on l'a vu. Et non, j'ai eu le patron au téléphone, ça c'est pas vrai. Ces vidéos, elles filment en dehors des toilettes. Ça filme en dehors. C'est vrai que je suis entré avec cette fille aux toilettes. Voilà, on t'a vu rentrer avec cette fille dans les toilettes, donc tu vas pas me faire croire que tu lui tenais les cheveux, il y a eu une gâterie.
Et ben moi, c'est ce que la fille m'a dit par la suite, que qu'elle se sentait mal et que je l'avais accompagnée aux toilettes, mais qu'elle m'avait encore moins fait une fellation, encore moins on s'était embrassé ou quoi que ce soit. Donc c'est pas une tromperie, mais d'après dans le doute, comme j'avais parlé avec Corinne, dans le bénéfice du doute, je veux bien te l'accorder. J'ai peut-être pu faire ça, mais j'étais vraiment à l'ouest, quoi, alors. Parce que normalement, tu t'en souviens au minimum de ces choses-là, c'est des choses fortes, quoi. Puis il faut déjà qu'elle arrive à monter, quoi. Bah oui, enfin toi tu te souviens de pas grand-chose dans ces cas-là, Vermine. Non, c'est pas ça, parce que je jure que je l'assumerai au jour d'aujourd'hui, je le dirais, oui, je l'ai trompé. Mais on peut pas en être sûr et je lui accorde le bénéfice du doute à Aurélie, parce que j'étais bien avec elle, je l'aime, je l'ai pas trompé auparavant, et j'en ai eu aucune envie, j'avais envie d'aucune autre fille. Donc vous êtes séparés pour rien en fait. Tu tenais les cheveux d'une grognasse qui vomissait. C'est pour ça que t'as rompu. Ben ouais, c'est elle qui a rompu, quoi, et on s'est embrouillé, ça allait très très fort. De là, on s'est plus donné de nouvelles pendant quelques jours, et après on s'est déchiré sur les réseaux, et c'est vraiment pas où on voulait en venir tous les deux, on se l'est dit il y a pas si longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez vous remettre ensemble? Je pense pas. Je sais qu'on s'aime encore, on se l'est dit, parce que c'est très fusionnel et le jour avant que je retrouve une fille et que j'ai la même relation, bah, ça va mettre du temps. Mais se remettre ensemble, je pense pas. Même si on s'aime encore et que peut-être au fond de nous, on avait encore l'espoir il y a pas si longtemps, mais je pense pas parce que ça a brisé quelque chose. Là, ça fait 2 mois, on s'est pas vu. Ça a brisé quelque chose de fort et de toute façon, elle pourra jamais repartir pareil, la relation. Donc non, je pense pas. Peut-être dans quelques années, que chacun ait fait que je suis devenu un peu plus mature, parce que c'est vrai que j'avais peut-être des fois pas les mêmes envies qu'elle, je voulais un peu plus sortir qu'elle, faire le foufou, et j'étais pas encore assez mature, je pense. Mais pour le moment, c'est vraiment pas en prévision, et je pense pas qu'un jour on se remettrait ensemble. Bon, de toute façon, c'est mal barré pour l'instant, puisque t'es quand même à 2 doigts de décrocher le prix de la flûte d'or, 2016. Alors, depuis cette rupture, ça s'amuse bien, ça secoue tout un tas de greluches. Alors, il y a eu des coucheries avec Mérélie des Marseillais. Alors, tu veux pas l'assumer parce qu'elle est en couple avec un mec, mais je sais très bien, Vermine, que tu as couché avec. On arrête de mentir, s'il vous plaît. Et il y a aussi Fidji. Fidji, à qui tu as léché les seins dans une chambre d'hôtel. Alors, je sais pas, qu'en est-il? Non, mais non, ça c'est pareil. Non, on s'est fait des bisous en fin de soirée. Arrête, s'il te plaît, je suis au courant de tout. Et j'ai plus de souvenirs. Ça avait trop vite, j'ai plus de souvenirs. Mais je pensais que t'assumais les choses, moi, ça me... Mais comment t'es au courant de tout? Ah bah voilà, donc je suis au courant des choses. Bah, non, c'est elle qui te l'a dit? Bah non, c'est toi. Ah bah oui, Vermi, c'est toi qui me l'as dit. Donc oui, voilà, il y a eu des embrassades, il y a eu des petites, des moments hot dans une chambre avec Fidji. Ricardo était furax. En tout cas, tu t'amuses bien avec toutes ces vermines de télé-réalité. Non, mais d'ailleurs, pour Ricardo, excuse-moi, mais pour moi, quand elle me dit qu'elle est plus avec et qu'elle va plus se remettre avec, j'ai pas l'impression de voler la copine de quelqu'un, quoi. Donc tu confirmes que tu lui as bien léché les tétons. Ouais, je lui ai changé un pneu, quoi. Je l'ai dépanné. Ah oui, donc ça a bien eu lieu. Je me suis fait un petit plat de rustine et. Ah ouais, donc, mais Aurélie, elle en pense quoi de tout ça? Parce que, dis donc, t'as quand même très très vite tourné la page, hein. En Non. quelques semaines, il y a eu tout un tas de grognasses, de chaînes différentes. Tu nous as refait le paysage audiovisuel français, elles sont toutes passées dans ton lit. Enfin, tu tournes la page facilement, j'ai l'impression, Aurélie, c'est loin derrière. Non, non, parce que je l'aurai toute ma vie dans mon cœur et elle aura toujours la plus grande place dans mon cœur parce que c'est la seule fille que je tombais amoureuse du monde. Allez, donc. Non, c'est vrai, mais là, bah non, parce que je suis un mec et c'est différent d'une fille. Nous, pour oublier, bah on essaye de passer à d'autres, jusqu'à trouver la bonne. En fait, on les essaye jusqu'à trouver la bonne. Et non, j'ai attendu quand même 1 mois avant qu'il se passe quelque chose avec une fille. Et c'est rare parce que chaque fois que je sortais avec une fille et qu'on rompait, bah, généralement dans la semaine qui suivait, je m'amusais avec une fille pour essayer de l'oublier. Et là, c'est différent. C'est une fille qui a tellement compté pour moi que j'ai quand même mis du temps avant qu'il se passe quelque chose avec d'autres filles. Alors ce chien qui en a la garde, vous aviez acheté un chien tous les deux, ce chien lui manque beaucoup, finalement c'est toi qui le gardes, j'imagine que ton appartement est infesté d'excréments, d'urine, que les tapis sont boueux. Non, tu dis de la merde. Parce que ce chien, oui, c'est moi qui l'ai gardé, mais l'appartement, il est très très propre et tout va bien. Je m'en suis fortement attaché, c'est moi qui le promenais et tout, même si elle s'en occupait très bien. Mais voilà, j'ai créé un lien avec ce chien et c'est moi qui l'ai gardé et voilà.
Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en attendant ce procès ça va encore être des mois assez difficiles, hein, puisque beaucoup voilà, de questions, d'avocats, etc. En attendant, que va faire la Vermine? Va-t-elle promener son chien ou va-t-elle trouver d'autres occupations? Je crois savoir que tu as repris donc une boîte de nuit dans le sud, enfin en tout cas tu travailles au studio à Aix. Quoi d'autre de prévu? Bah déjà la boîte prend pas mal de temps avec toute la communication, les flyers, tout ça, toute la semaine à distribuer à droite à gauche, sur les réseaux sociaux. Il y a ma marque aussi à côté en attendant, mais j'aimerais trouver un boulot un peu plus stable toute la semaine en fait. J'ai envie de travailler toute la Ah semaine. oui, non, mais pour ça, faut avoir fait des études, Vermine. Non, c'est pas un problème. Quand tu fais de la télé, ça t'ouvre énormément de portes. Ça t'enferme. Ou ça t'enferme pas mal non plus, mais j'ai beaucoup de belles propositions et après on verra ce que ça donne. Pour le moment, vraiment, je prends du temps pour ma famille. Je vais passer les fêtes auprès d'eux et j'ai envie de passer à autre chose, même si ce cauchemar de 8 jours s'effacera jamais, on pourra jamais l'effacer, mais faut plus prendre ça comme une leçon de vie et en tirer les bonnes choses qu'il y a à tirer, même si elles sont moindres, mais penser que la liberté, ça n'a pas de prix et travailler pour gagner sa vie, quoi. Bon, bah, c'est des bonnes paroles. Juste un petit mot sur cette boîte de nuit donc, dans laquelle tu travailles, donc le studio à Aix. Tu avais reçu donc les Marseillais de Secret Story, Loïc, Rémi, Émilie. Ça s'était pas très bien passé. Ils avaient demandé des cachets assez exorbitants. Raconte-nous un petit peu. Combien ils demandaient déjà pour leur prestation ce soir-là? J'ai plus les chiffres en tête. Ils voulaient un prix assez exorbitant. J'ai eu en direct Rémi sur les réseaux. Après, on s'est appelé par téléphone. On est arrivé à se fixer un prix tous les deux. Et juste après, 10 minutes après, donc il a dû annoncer ça à leur agent en carton là. Et il me rappelle en me disant non, c'est pas ces tarifs-là, ça sera ces tarifs-là. Sinon, il bouge pas. Donc je lui explique, je lui dis qu'on a que 2 jours pour faire la communication, alors que normalement c'est un mois à l'avance. Mais il me dit oui, c'est leur premier booking officiel, hein. Je dis d'accord, d'accord. On a fait quoi? On a fait 600 entrées. Alors que c'était 3 personnes, trois finalistes de Secret Story. Je leur ai donné pas la somme qu'ils voulaient. Cet agent, il me fait bien rire parce qu'il leur promet monts et merveilles. En plus, en discutant avec les candidats, ils m'ont dit qu'il leur déconseillait fortement de faire les anges, qu'il avait énormément de projets pour eux, mais ils vont faire 10 selfies à Gare du Nord, quoi. Et elle va pas présenter la météo, Émilie. Rémi, à part qu'on lui propose un porno, il fera rien d'autre. L'autre, Loïc, il restera moniteur de ski et ambulancier le reste de l'année. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Les anges, c'est leur seule chance de continuer à être médiatisés parce que sinon, ils vont rien faire d'autre derrière. Je sais pas à quoi ils s'attendent, ce qu'il leur a promis, mais c'est un agent en carton. Il vient de démarrer, c'est la première fois qu'il prend en plus des candidats de télé-réalité. Il les traite comme si c'était Madonna. Donc je sais pas, et au pire, il leur trouvera un contrat publicitaire pour une marque de sopalin. Je vois pas ce qu'il va leur trouver d'autre. Il connaît rien à ce milieu-là. Ça fait 4 ans que je fais des bookings et que je fais de la télé. Et il les a vraiment très très mal conseillés. Les anges, au contraire, tu fais une télé pour faire les anges derrière. Parce que c'est la meilleure des télés qui existe. Et donc c'est celle où tu es le plus mis en avant. Tu as plus de temps, ça dure 3 mois. Donc là, il va les tuer médiatiquement parlant. Et on va plus entendre parler d'eux. Je les comprends pas. Je sais pas pour qui ils se prennent. Ils ont fait qu'une télé-réalité. Et je comprends pas, je sais pas à quoi ils s'attendaient derrière ou ce qu'il leur promet, hein, mais je leur souhaite, moi, je leur souhaite de pouvoir réussir sans pouvoir faire les anges. Mais j'y crois pas vraiment, quoi. Un dernier petit message peut-être à passer, de bonnes fêtes à tous ceux qui te suivent si toutefois il y a encore des gens qui t'apprécient. Je hurle. Exactement. Et ouais, je souhaite à tout le monde de passer de bonnes fêtes, de profiter de sa famille et de se rendre compte de la chance qu'on a d'être libre. Et voilà, je vous fais des gros bisous, passez de bonnes fêtes, profitez de votre famille et je vous embrasse. Bisous!